Le 24 mai 2004, Al Kite, 53 ans, ne s'est pas présenté à son travail. Alors là, le patron, il va s'inquiéter direct. Plus tard dans la journée, des policiers enquêteurs vont fouiller sa maison. Ils vont descendre dans le sous-sol et faire une découverte effroyable. Tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, vous allez voir, est extrêmement étrange et elle fait trop peur la trouillasse. Bon, tout d'abord, tu vas me mettre bien en t'abonnant et en mettant un pouce en l'air parce qu'après tu vas regarder la vidéo et tu vas plus y penser. Et en plus, j'ai toute une bibliothèque de vidéos que tu pourras regarder si tu t'ennuies. Allez, c'est parti! C'est parti. Hohake Albert Kite Jr. est né le 7 mai 1951 dans le comté de Nash en Caroline du Nord aux États-Unis. Eh ben oui, on est encore aux États-Unis, mais vous verrez, il y en a qui vont venir là où on change carrément de pays. Ses parents Albert et Edith ont eu un autre enfant, donc sa sœur, une fille nommée Barbara. En grandissant, Hohake, lui, il a commencé à porter le surnom de Al. Donc dans la vidéo, ça sera plus facile, je vais l'appeler Al, enfin si je me mélange pas les pinceaux. Son père est dresseur de chiens et sa mère malheureusement est décédée assez tôt dans la vie d'Al, elle n'avait que 48 ans. Malgré cela, Al est devenu un jeune homme très bien, enfin ce qu'on appelle un jeune homme très bien, qui fait ses études, qui a des petits jobs pour son argent de poche, qui dit oui, merci, s'il vous plaît, qui a des petites amies, en fait le jeune homme de bonne famille. Il a fréquenté le lycée Weldon, il se liera d'amitié avec une jeune femme, Gail Kay, et les deux, ils vont rester amis, on ne sait pas trop s'ils ont fricoté ou pas, mais ils vont être amis très longtemps. Bon, pour l'université, Al n'est pas allé très loin. Il est allé dans une université à 2 heures de chez lui. Oui, quand j'ai dit il n'est pas allé très loin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé très loin au niveau études. Pas très loin en kilomètres, t'as capté? En 71, il va commencer à travailler pour Stoney Webster, une société de services d'ingénierie. Et c'est tellement un bon employé et qui reste constant qu'il va finir par travailler pendant 30 ans dans cette même entreprise. Sous plein d'emplois différents donc pour cette entreprise, mais qui vont l'emmener à plein de déplacements professionnels à travers tout le pays. Puis en 76, il va épouser son amie Gail Kay. Ah, je vous l'avais dit qu'ils avaient dû fricoter. Cette Gaël avait une petite fille qui s'appelle Julie et il en deviendra donc le beau-père. Malheureusement, Al et Gaël vont divorcer quelques années plus tard, mais ils resteront toujours très bons amis et Al continuera à voir sa belle-fille. Et là où ça va pêcher, c'est que quand sa belle-fille sera adulte, Al va entretenir une relation amoureuse avec elle. Bon là j'ai pas de mots, je sais pas quoi dire, moi je trouve ça trop glauque, bizarre, dégueulasse. Il y a des trucs, ça ne se fait pas. Lui il a la Woody Allen, hein. Oui parce que Woody Allen c'est un réalisateur, il a adopté une petite fille bébé, puis quand elle a été adulte il s'est marié avec. Enfin, retournons à nos moutardes. C'est alors qu'en 98, il va avoir une proposition de déménager au Colorado. Il a eu cette opportunité d'emploi là-bas, toujours dans la même entreprise. Il pourra faire du golf, du vélo, de la randonnée, le camping. Il va sauter sur l'occasion, la belle vie s'offre à lui. Il va acheter une propriété à Aurora le long de South Helena Street, qui se trouve à peu près à mi-chemin entre un parc et la base aérienne. La maison est une maison de ville à 2 étages avec beaucoup de place à l'intérieur et ça va être très important pour la suite de l'histoire
parce qu'il y a un très grand sous-sol. Mais que va faire Hal de ce grand sous-sol? Eh ben, il va décider de l'aménager, de le meubler, genre petite kitchenette, tu connais, mini salle de bain, chambre, et il va louer son sous-sol pour se faire un peu de pépette d'argent et ainsi ça va l'aider à payer les traites du crédit de la maison. Et ça va s'avérer très utile parce que malheureusement en 2002, la société où il travaille va lui annoncer la mauvaise nouvelle qu'ils veulent réduire les effectifs et c'est Hal qui va être licencié. Bon, lui, Hal, il n'a pas les deux pieds dans le même chariot, hein. Il va tout de suite retrouver un autre emploi. Il va travailler pour Carter Douglas, c'est une société de conseil. Au cours des 2 années suivantes, sa petite vie va se dérouler de manière tranquille, rien à signaler. Il deviendra pour ses voisins une présence rassurante, le mec à qui t'aimes bien dire bonjour, invité à l'apéro, qui te raconte un peu les petits ragots, qui te ramène ton courrier, bref, le voisin sympa. Ah, et petite précision, j'ai oublié de vous dire, vous devez penser à la belle-fille. Quand il a déménagé, leur liaison, elle s'est arrêtée. Donc là, Hal, depuis 2-3 ans, il est célibataire dans sa nouvelle maison. Hal deviendra une légende au niveau de son côté social et souriant auprès de sa famille, ses amis. C'est le bon gars qu'on invite toujours chez soi. Mais en 2004, les choses dans la vie de Hal vont commencer à changer. Tout d'abord, il va commencer à sortir avec une femme, Linda Angelopoulos. Ouais, bah tu m'excuses pour l'accent, hein, que ça soit en anglais ou dans les autres langues, je suis nulle. Les deux semblent très bien s'entendre. Bon, je vais l'appeler Linda, hein. Et Linda adore sa façon de rire et elle commence à avoir l'idée en tête de faire avec lui quelque chose de plus sérieux. Et c'est alors qu'en 2004, un locataire qui louait l'appartement du sous-sol d'Hal depuis quelques années, il prévoit de s'en aller, puis de déménager. Hal n'a plus de locataire et des revenus en moins, donc il va décider de mettre une annonce dans les journaux en mettant sous-sol, petit appart rénové, à louer pas cher. Il va recevoir quelques réponses intéressées, mais pas plus que ça, mais il y en avait une qui semble extrêmement intéressée. Bon là, je vous le dis tout de suite, on est dans une DPAE, le vent il commence à tourner, c'est le moment que je vous le dise. Du paradis à l'enfer, vous allez voir, cette histoire, elle va très mal tourner. Un homme a répondu aux annonces d'Hal pour être locataire le 19 mai 2004. Cet homme, il s'est dit s'appeler Robert et il a voulu, lui, tout de suite emménager immédiatement. Illico presto frérot, il n'a pas le temps. Il était prêt à fournir à Hal un dépôt de garantie et même le premier mois de loyer. Hal en a parlé à sa petite amie Linda de ce locataire pressé potentiel. Il a déclaré que cet homme venait de déménager de la côte Est, qu'il avait un emploi à Wells Fargo et qu'il était temporairement chez sa sœur et donc qu'il cherchait un appartement. La petite amie d'Hal, Linda, n'a jamais vu le visage de ce locataire potentiel. Elle déclarera plus tard que la seule fois où ils avaient été proches l'un de l'autre et qu'elle l'avait vu de dos, de biais et qu'elle avait eu l'impression qu'il ne voulait pas qu'elle le voie. Vous savez, ce genre d'impression, ce 6e sens qu'on a parfois quand une situation est bizarre. Bien que Linda n'ait pas pu voir le visage de ce mystérieux locataire, elle pourra décrire le type de vêtements qu'il portait. Elle a dit qu'il s'habillait extrêmement bien, très chic, qu'il avait un beau pantalon et une veste de costume. En plus des détails dont elle a été témoin et qu'elle a obtenu lors de toutes les conversations avec Hal, cet homme mystérieux est décrit comme ayant à peu près la quarantaine, des cheveux noirs ondulés, qu'il était assez grand et de corpulence moyenne. Elle avait l'impression qu'il boitait et pour cause, il avait une canne. Et retenez... Psst. Qu'est-ce que tu fais? Drama avec les chats. A few moments later. Et retenez bien cette histoire de canne parce que j'ai lu plusieurs histoires criminelles où les personnes, pour se donner un air fragile et qu'on ne se méfie pas d'elles, avaient parfois le bras dans le plâtre ou alors une blessure ou une canne, ce qui fait que vous, quand vous êtes la victime et que la personne s'adresse à vous, ça lui donne un côté fragile et vous vous méfiez moins.
Donc faites attention, même les gens blessés, hein, ça peut être des gros mythos et être des gros tueurs en série. Et d'ailleurs, j'ai inventé cette citation, je te la donne, c'est cadeau dans la vidéo, mieux vaut prévoir que se faire avoir. Mais il y aura aussi un autre témoin, un professeur qui aurait loué elle aussi une chambrette, un appartement à ce fameux Robert. Déjà, elle dira qu'il s'appelait Robert Cooper. Elle l'a rencontré donc pour discuter de l'appartement, mais elle dira que cet homme ne boitait pas et ne portait pas de canne et qu'il avait un accent de l'Est un peu roumain, dira-t-elle. Comment elle le sait? Parce que c'était un professeur en langue étrangère, donc elle a bien reconnu l'accent. Donc on comprendra que cet homme Robert avait approché d'autres propriétaires, mais qu'au final, pour son dernier appartement, il avait choisi Al-Kite. Au moins 3 de ses propriétaires se souviennent d'avoir rencontré cet homme mystérieux et particulièrement chic. Tous diront qu'il était différent suivant le propriétaire. Un coup il était chic, un coup il était cool, un coup il avait un accent, un coup il boitait, oui ça fait beaucoup de coups, hein. Donc à chaque fois les propriétaires décrivaient un homme différent. C'est comme si le Robert, il se déguisait et changeait de personnage à chaque fois. D'ailleurs, et c'est ce qui est encore plus dingue, un propriétaire dira qu'il était dans la trentaine et un autre dans la cinquantaine. Ça fait quand même un grand écart de 20 ans, alors que lui, Al, disait 40 ans. L'une des propriétaires, une femme plus âgée, se souvient avoir été effrayée par la façon dont cet homme se déplaçait dans la maison. Elle disait qu'il était très étrange et qu'il regardait sans cesse à travers la fenêtre comme un espèce de tic ou comme s'il surveillait quelque chose. Et c'est à ce moment-là, après cette vieille dame, que Robert Cooper a répondu à l'annonce d'Al-Kite en mai 2004. Sachez toutefois que Al-Kite, quand il a loué son sous-sol, son appartement à Robert, n'a jamais été au courant par les autres propriétaires, comment pouvait-il le prévenir, qu'ils avaient des doutes et tout ce qu'ils avaient ressenti à propos de Robert. Lui, Al, trouvait que c'était un homme très chic et il avait tout à fait confiance. Et puis en plus, ça l'arrangeait bien parce qu'il lui fallait de l'argent pour l'aider à payer les traites du crédit de la maison. Revenons à ce matin du 24 mai dont je vous avais parlé dans l'introduction. Nous sommes le 24 mai 2004 au travail de Al dans une société de conseil. Son employeur va remarquer son absence. Al-Kite, qui était le gars chaleureux et amical, qui était normalement tout le temps à l'heure et jamais absent depuis qu'il avait pris son travail, n'était pas là. Les minutes ont commencé à se transformer en heures et les collègues ainsi que le patron commençaient à être vraiment super inquiets. Ils vont téléphoner sur son téléphone portable, téléphoner sur son téléphone fixe, mais tous les appels vont rester sans réponse. Ils avaient dans les fiches, dans le secrétariat du travail, le contact d'urgence à appeler pour Al. C'était sa sœur et ils vont lui téléphoner. Malheureusement, sa sœur habite en Virginie à des milliers de kilomètres de là. Tout de suite, la sœur, elle est affolée également. En désespoir de cause, les employés vont se retourner vers la seule possibilité qu'il leur reste, la police. Et la police, à votre avis, est-ce qu'elle va être au taquet du taquet? Oui, directement la police, elle va se déplacer chez Al. Dans l'après-midi, la police d'Aurora a répondu à l'appel pour Al-Kite. Ils vont à la maison. Et donc, comme je vous l'avais dit, c'est une maison de ville résidentielle qui avait l'air tout à fait normale. Ils ont frappé à la porte plusieurs fois. Aucune réponse. Craignant qu'Al soit en danger, qu'il se soit peut-être évanoui ou qu'il ait fait une crise cardiaque, il décide de rentrer dans la maison. À l'intérieur, les policiers trouvent des choses plutôt normales, de la nourriture sur la table. Toutes les choses semblaient être là pour une bonne raison, bien rangées. Ils continuent à chercher dans la maison, ils vont à l'étage, tout est normal. Et n'ayant rien trouvé, et donc pas Al, ils décident de se rendre dans le sous-sol. Et là, les officiers vont faire une découverte effroyable. Et je pèse mes mots. Certains diront même une vision d'horreur à nul autre pareil.
accrochez-vous. D'ailleurs, si tu es sensible, tu peux scroller à 2 minutes, 5 minutes. Au sous-sol, aucune trace du colocataire Robert. Par contre, ils vont retrouver Al. Al est allongé face contre terre. C'est une scène de crime effroyable. Il y a des éclaboussures de sang partout sur le mur et même sur le plafond et tout autour du corps, indiquant que sa mort n'a vraiment pas été paisible et rapide. Le détective Thomas Sobieski du département de police d'Aurora deviendra l'un des principaux enquêteurs de l'affaire puisque c'est un crime. Il décrira la scène comme la pire qu'il n'ait jamais vue. Ils vont noter une blessure à l'arrière de la tête d'Al qui indiquerait qu'il a été frappé par derrière alors qu'il descendait probablement les marches du sous-sol. Le plus troublant cependant était de comprendre que ce pauvre homme, Al, n'était pas mort sans douleur, bien au contraire. La police a découvert qu'il avait été attaché avec une corde, ses mains dans le dos, mais aussi ses pieds, et qu'à partir de ce moment-là, la personne qui avait attaqué Al avait procédé à une torture impitoyable pendant des heures, en utilisant tout un tas d'instruments et d'objets tranchants. Je vous l'avais dit que c'était horrible. Là, on est plongé dans le sadisme. Sur la base de toutes ces informations, les enquêteurs pouvaient déduire de la scène horrible que c'était un meurtre, mais que ce n'était pas un meurtre fait sous l'impulsion, mais bien un meurtre où le tueur y avait pris du plaisir. Mais alors, pour qui? Pourquoi? Et ce qui semble terrible, c'est que la petite amie Linda d'Al avait pris quelques heures plus tôt l'avion pour rejoindre sa famille. D'ailleurs, Al l'avait accompagné et il a été attaqué en rentrant chez lui juste après avoir déposé sa petite amie à l'aéroport. On ne sait pas si le tueur a été invité à rentrer ou s'il est rentré par effraction. Déjà, ils sont sûrs que Al a été frappé quand il descendait au sous-sol. Il apparaîtra aussi qu'après la torture brutale et le meurtre de Al, le tueur, il a pris toutes ses aises, vous allez voir. Le tueur avait alors commencé à manger de la nourriture dans le frigo, dans la cuisine d'Al. Il a ensuite pris une douche dans la salle de bain principale, celle d'Al, et il a même mis les vêtements d'Al et dormi dans son lit. Vas-y mon gars, hein, après les choses horribles que t'as faites, vas-y, fais comme chez toi, hein, tu t'es cru chez ta grand-mère, ça me rend dingue. Une déclaration d'un voisin indiquera d'ailleurs que le mystérieux tueur est parti plus tôt le dimanche matin, mais il aura avant procédé à un nettoyage en profondeur avec de l'eau de javel dans toute la maison d'Al, et je dis en profondeur parce que les enquêteurs n'ont jamais vu ça. Il aurait utilisé des dizaines de litres d'eau de javel. Bon alors je veux bien croire que le Blue Star il trouve tout, mais enfin bon là les enquêteurs diront qu'avec tous les nettoyants et les litres utilisés, ce fut extrêmement dur de trouver quelques preuves que ce soit. Donc la maison a été nettoyée pour que les empreintes digitales disparaissent et même de l'eau de javel a été versée dans les tuyaux de la douche, dans les tuyaux du lavabo. De plus, le tueur va faire tremper tous les couteaux dans de l'eau de javel pure. Immédiatement, les enquêteurs vont se demander mais c'est qui, mais pourquoi, quelle est la raison du crime, et ils vont travailler donc sur le mobile. À l'origine, cela aurait pu sembler être un crime passionnel parce qu'on le sait, quand quelqu'un est tué et qu'il y a plus de 2 coups de couteau, c'est-à-dire 10, 20, c'est toujours passionnel et dans 90% des cas, la victime connaît l'agresseur. Mais il n'y avait personne dans la vie d'Al qui avait une raison de lui en vouloir et de vouloir le tuer, et encore pire, de le torturer pendant des heures. Ensuite, ils vont développer une théorie comme quoi il s'agirait d'un vol parce que quelques objets d'Al semblaient manquer à son domicile, à savoir son véhicule et son téléphone portable. Alors la police va commencer à mener l'enquête. Plus tard dans la journée du lundi 24 mai, la camionnette GMC bleue d'Al Kite a été retrouvée. Le véhicule était garé à plus d'un pâté de maison et demi de la maison le long de la rue. Alors que les enquêteurs effectuaient une fouille du véhicule dans l'espoir de trouver des preuves, ils ont également commencé à faire une fouille plus approfondie de la maison.
Et ils ont pu trouver des traces ADN laissées vraisemblablement par le tueur qui vont être soumises dans la base de données médico-légale. Ils vont même fouiller la poubelle de la cuisine d'Al et ils vont trouver une demande de location qui n'était pas finie d'être remplie. Cette demande semblerait avoir été écrite par le mystérieux locataire Robert. Il y avait dessus un nom, une adresse, un numéro de sécurité sociale et même un numéro de téléphone. Une fois le numéro de sécurité sociale recherché, il s'est avéré appartenir à une femme qui n'avait aucun rapport avec l'affaire. Et malheureusement, le téléphone, c'était un téléphone prépayé qui, accrochez-vous, et là on voit que le tueur est très malin, avait été acheté plusieurs semaines avant le meurtre. Et comme on le sait dans les magasins, au bout d'un mois, ils effacent les vidéos. Donc ce qui fait que même quand on s'est rendu au magasin pour voir la vidéo avait été effacée et on ne saura jamais qui a acheté ce téléphone. Tout de suite, la police va essayer de voir où bornent les deux téléphones parce que je vous rappelle que le tueur, il a pris le téléphone de Al et les deux téléphones, celui du tueur, le prépayé et celui de Al, bornent dans la région de Denver. De là, ils vont aller où bornent les téléphones. Ils avaient été abandonnés dans le quartier Five Points de Denver, dans un quartier de sans-abri. Et bien sûr, les sans-abri les avaient récupérés soit pour s'en servir ou pour les revendre. Donc là aussi, on se dit que le tueur, il est hyper intelligent parce que pendant ce temps-là, les policiers, ils cherchent les téléphones, ils courent partout et ils ne travaillent pas sur autre chose. Il est trop malin. Ils vont quand même chercher où a été acheté le téléphone prépayé et il s'avérera que le téléphone a été acheté dans une boutique à côté de la faculté de médecine. Ils vont donc se rendre à la faculté de médecine et voir que le Robert avait trouvé toutes les demandes de location d'appartements dans un couloir sur un panneau exprès pour ça, où souvent les étudiants cherchent des appartements. C'est donc la seule rare piste que les enquêteurs avaient, en plus de l'adresse postale sur la demande de location. Bien que cette piste très troublante de la faculté de médecine, aucune vidéo de surveillance, aucun témoin pour dire mais qui est ce Robert? Une vérification rapide des cartes de crédit de Al qui lui avaient été volées vont montrer qu'elles avaient été utilisées de manière très substantielle, c'est-à-dire qu'une heure après son supposé décès, sa carte a été utilisée la nuit de son meurtre pour retirer une somme d'argent. D'ailleurs, dans la camionnette qu'ils ont retrouvée à un pâté de maison et demi de sa maison, ils ont retrouvé les reçus de cartes bancaires. Les enquêteurs, ils sont au taquet du taquet, ils vont tout de suite aller au guichet automatique pour voir la vidéo. Malheureusement, le tueur était masqué d'un masque de ski et on ne voit qu'une toute petite partie de son visage qui ne permet pas de le reconnaître. Et puis bien sûr, vous vous en doutez, le tueur il portait des gants donc on n'a pas ses empreintes. Ils vont rechercher la somme exacte qui avait été retirée, à peu près 1000 $, et pourtant Al avait énormément plus d'argent sur son compte, ce qui prouvera aux enquêteurs que le tueur a juste pris un petit peu d'argent pour son nécessaire à vivre, mais pas plus, ce n'était pas l'argent qui le motivait. Après avoir été au guichet automatique, le tueur donc a conduit la camionnette à un pâté et demi de maison près de la maison de Al. Il va laisser les reçus sur le siège de la voiture, il va ensuite rentrer chez Al, il va laisser tremper les clés dans l'eau de Javel pour que là aussi on ne retrouve pas ses empreintes. Et puis, la police va affirmer des choses effrayantes. Ils sont persuadés que le tueur avait tout planifié à l'avance, qu'il cherchait une victime, qu'il prévoyait de la tuer et de la torturer. La sœur de Al dira « C'est tellement difficile d'imaginer pourquoi cela a été fait. Ce type le faisait pour le frisson, il voulait juste trouver des gens à tuer, il a apporté son propre kit de torture, il savait qu'il avait tout le temps. » Oui, parce que je vous rappelle, une fois que Al il a amené sa petite amie à l'aéroport, le tueur, il est quand même resté 2 jours dans la maison à faire ses petites affaires, à faire son meurtre, sa torture, à prendre une douche, à manger, à dormir dans le lit, à essayer les vêtements.
à aller à la banque, à retirer de l'argent, à poser la camionnette, à retourner dans la maison, à tout faire tremper dans l'eau de Javel. Il prenait son temps. Il n'avait même pas peur que quelqu'un sonne, que quelqu'un s'inquiète d'être dérangé. Cela fait vraiment peur de savoir qu'un tueur peut être aussi stoïque, calme, confiant. En raison de toute cette planification, la police émettra l'hypothèse même que le tueur aurait probablement tué avant, que le crime était violent et qu'il pouvait indiquer qu'il était une sorte de tueur en série méthodique. Heureusement, la police a pu découvrir quelques empreintes digitales et une toute petite quantité d'ADN. Ils vont essayer de regrouper tous ces indices. Ils émettront aussi l'hypothèse que le tueur à un moment donné a peut-être tenté de devenir policier, car ce crime violent serait peut-être un jeu d'esprit perpétué contre la police, essayant de narguer les policiers et de leur dire « Voyez tout ce que je peux faire en prenant mon temps, voyez les indices que je tente d'effacer ou que je vous laisse, vous n'arriverez pas à me trouver. » Pendant que les enquêteurs avaient du mal à tout relier, la famille et les amis de Hal avaient du mal face à sa perte et à toute l'horreur qu'il a dû vivre pendant plusieurs jours. Enfin, en mai, sa dépouille va être remise à ses proches et ramenée par avion vers l'Est dans sa ville natale à Halifax en Caroline du Nord, et ses funérailles auront lieu le 2 juin 2004. Mais les policiers vont se rendre compte que Hal n'est pas le seul à avoir été tué de cette façon. En effet, Scott Hall travaillait comme concepteur principal pour le National Union. Il va gravir les échelons dans son entreprise et être augmenté. Et là, un mois plus tard, le mercredi 20 octobre 1999, Scott Lee Hall ne s'est pas présenté au travail. Ses collègues ont décidé de lui rendre visite pour voir s'il allait bien. Et comme la porte d'entrée n'était pas verrouillée, ils sont rentrés chez lui. Tout était propre, bien rangé. Cela sentait même très fort l'eau de Javel. Et même la télévision du salon était allumée. Ils ont parcouru tout le reste de la maison et ils ont trouvé le corps de Scott Lee Hall allongé face contre terre dans sa chambre. Au début, ils ont cru qu'il était tombé et qu'il s'était cogné, mais l'enquête a montré qu'il avait été battu et poignardé à plusieurs reprises. Dans la maison, il n'y avait aucun signe de lutte, tout semblait normal. Tout ça ressemble étrangement au meurtre de Hal Kite. Alors, l'enquête d'Hal Kite et de Lee Scott n'est pas résolue, mais ce qui est fort étrange, c'est que tous les deux ont travaillé pendant très longtemps et en même temps pour la même entreprise, qu'ils sont tous les deux morts chez eux, face contre terre, poignardés, que la maison a été entièrement nettoyée, que le tueur n'a jamais été trouvé ni reconnu, puisque certains diront 30, 40, 50 dans les deux cas, et que pour tous les deux, on a garé leur voiture à plusieurs pâtés de maison. La police pense donc que c'est probablement un tueur en série qui, quelle horreur, j'ai à vous dire ça, n'a toujours pas été retrouvé et qui est donc en liberté à faire ses petites manigouilles tranquilles. Et je ne peux pas vous dire plus que ça, puisqu'on en est là au niveau de l'enquête. Voilà, cette triste et horrible et bizarre histoire est finie. Ça m'a fait tellement bizarre de vous raconter comment le tueur, déjà, pouvait changer de visage et d'apparence, puis ensuite être tranquille pendant 2 jours dans la maison à faire tout ce qui lui passait par la tête. Mais dites-moi vos théories. Est-ce que vous pensez que c'est un règlement de compte de quelqu'un qui le connaissait, mais ça paraît peu probable? Est-ce que vous pensez que c'est un tueur en série? Et qu'avez-vous pensé de ses façons de faire, de son mode opératoire? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Bon, vous en conviendrez, pour cette histoire, je pense qu'on va laisser un emoji maison, puisqu'ils louaient leur maison. Pensez à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la clochette. Je veux vraiment vous remercier pour tous vos commentaires. Vous êtes vraiment des amours et je vous le dirai à chaque fois. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Regardez derrière vous. Bye bye!